de commencer, quelques points techniques. Nous vous invitons à partager vos questions avec nos intervenants en utilisant le panneau de questions-réponses situé en bas de votre écran. Si vous pouvez également voter sur les questions préférées. Si vous rencontrez des difficultés techniques ou si vous avez des ajouts à faire, veuillez utiliser la fonction de chat ou boîte de discussion. Pour notre mention et reconnaissance, nous entamons cet atelier en prenant acte que nous nous rencontrons en territoire autochtone. À titre de peuple colonisateur, nous sommes reconnaissants de cette occasion de nous rencontrer et nous remercions toutes les générations de peuples autochtones qui ont pris soin de cette terre. À titre de peuple colonisateur, nous nous devons de lier cette reconnaissance des contributions et de l'importance historique des personnes autochtones à notre engagement collectif afin de concrétiser la promesse et les défis de la vérité et de la réconciliation. Alors, qui est avec nous aujourd'hui? Nous avons plus de 50 participants du Canada, des États-Unis et de la France dans les secteurs communautaires à but non lucratif, des consultants, des fondations, des gouvernements et le domaine de la santé. Et aujourd'hui, je voulais vous laisser savoir que notre présentation finira environ vers 13h30, 13h40 pour nous donner la chance d'avoir des questions. Alors, il y aura une période de questions-réponses vers la fin du webinaire. Alors, je suis très heureuse de présenter le webinaire d'aujourd'hui, une étude de cas sur un projet impact collectif en cours dans la ville de Montréal. PIC adopte une approche à long terme basée sur le quartier pauvre, dont Centraide du Montréal s'est fait le champion. Le projet impact collectif de Montréal entre maintenant dans sa 5e année. Et notre conférencier d'aujourd'hui, Jean-Marie Chapeau, est en mesure de partager les principaux résultats, les leçons apprises et les premières retombées de la première phase de ce projet. Bonjour Jean-Marie. Nous suivons les travaux de projet Impact Collectif de Montréal depuis 2015. Pouvez-vous nous en dire plus sur PIC, ses éléments clés et le rôle de Centraide en tant que catalyseur? Oui, alors bonjour, bonjour Nathalie. D'abord, je commence par un grand merci à l'Institut Tamarack pour l'invitation. C'est vraiment une joie de vous présenter ce beau projet qui est le projet Impact Collectif. Je voulais aussi mentionner à quel point l'Institut Tamarack a été une source d'inspiration et de connaissances importantes dans ce projet dès son élaboration en 2015. Je sais que parmi le public aujourd'hui, il y a des personnes qui travaillent dans le cadre du projet Impact Collectif, des partenaires, des acteurs des quartiers. Donc, je vous invite à ne pas hésiter à compléter, nuancer, illustrer les éléments de ma présentation dans le chat si vous pensez que c'est nécessaire. Ça rendra la chose plus interactive. Alors, le PIC, qu'est-ce que le PIC exactement? Je commence par la base. Le PIC, ce sont 9 fondations qui s'associent à 3 partenaires stratégiques, Ville de Montréal, Direction de la santé publique de Montréal, Coalition montréalaise des tables de quartier, pour soutenir des projets collectifs axés sur la réduction de la pauvreté dans 17 quartiers montréalais, et ceci depuis 2015. Dans le PIC aussi, il y a un acteur important qui est Centraide du Grand Montréal, qui joue à la fois un rôle de rassembleur, de catalyseur et aussi d'opérateur du projet. Donc moi, je travaille chez Centraide du Grand Montréal et je co-coordonne par intérim en fait le projet avec ma collègue Rotem Ayalon, qui a présenté le webinaire version anglaise il y a 2 jours. Alors, l'hypothèse centrale du PIC, elle est très simple en fait. En coordonnant les efforts des partenaires philanthropiques et stratégiques au niveau régional et local, on a plus de chances de générer un impact sur la réduction de la pauvreté. Donc, on est parti de cette hypothèse dans un projet. Donc, on est à l'an 5 en fait du projet qui s'étend sur 6 ans. Ça, c'est important de le dire. Dernière ligne droite, le moment où on capte encore plus d'apprentissage et de résultats.
Donc, il reste une année, un peu plus d'une année dans le projet. À l'origine, le projet combinait plusieurs intentions. Je vous en présente quelques-unes. Il y en a d'autres, mais celles-ci, elles sont, je dirais, sont les plus importantes. Il y avait d'abord une volonté de répondre aux besoins exprimés par les quartiers montréalais pour ce qu'on appelait à un moment donné un fonds pur, donc un fonds non normé, non standardisé, qui permettait de soutenir les priorités définies par les quartiers eux-mêmes. Je vais revenir sur les tables de quartier tout à l'heure. Deuxièmement, il y avait une intention d'engager des partenaires financiers, notamment des fondations principalement, dans le soutien au développement des communautés, en continuité avec une approche de développement des communautés qui existait à Montréal depuis plus de 20 ans. Donc, amener des partenaires financiers dans cette idée de recherche de solutions locales par et pour les communautés. Une troisième intention, c'était le renforcement de la collaboration entre ces partenaires philanthropiques, partenaires institutionnels. On ressentait un besoin important de se parler, de travailler ensemble, de se mettre en cohérence le plus possible. Une autre intention, c'est d'encourager, c'est en continuité depuis le début, d'encourager le réflexe d'apprentissage et d'évaluation à tous les niveaux du projet. Je vous en parlerai tout à l'heure. Il y avait une autre intention aussi, portée par certains, c'était d'amener Centraide à faire évoluer sa pratique d'investisseur social. Voilà. Et puis, j'ajoute deux éléments qui sont très importants pour comprendre la spécificité du projet Impact Collectif à Montréal, pour ceux qui ont été en contact avec d'autres types de projets basés sur l'impact collectif. Premier élément, le PIC, à Montréal, ce n'est pas une mise en application de la théorie de l'impact collectif qui a été inventée par FSG, puis vulgarisée ensuite au Canada et au Québec par Tamarack d'ailleurs. C'est un hybride en fait. C'est un hybride entre une approche de développement de communautés qui préexistait à Montréal depuis plus de 2 décennies et l'approche d'impact collectif, l'approche d'impact collectif que nous, on a considéré pas comme étant une recette, mais plus un cadre de référence, une inspiration pour travailler. Donc, le PIC de Montréal, c'est une hybridation entre des approches préexistantes et puis un cadre de référence conceptuel qui était très intéressant pour expliquer, pour analyser et pour porter en fait le projet. Deuxième élément important, le projet, il repose sur les tables de quartier montréalaises comme structure de soutien préexistante dans les 5 conditions de l'impact collectif. Et on a mis un lien qui vous permet de télécharger un document très synthétique en fait sur les 5 conditions de l'approche d'impact collectif. La première condition, c'est ce qu'on appelle en anglais le backbone, mais en fait la structure de soutien et de gouvernance des projets. Eh bien, à Montréal, cette condition, elle était déjà préexistante. C'était l'étape de quartier montréalaise, donc ce qui permettait en fait de démarrer le projet sur de très bonnes bases. On a une petite carte qui devrait s'afficher. Est-ce que ça fonctionne? Alors, j'essaie de changer la diapo. Je vous demande juste quelques secondes. Bon, j'arrive pas à passer à la diapo numéro 2. Hop. Jean-Marie, moi, je la vois, la diapo. Bah, écoutez, j'ai les diapos à ce moment-là. Je crois qu'on a perdu Jean. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Jean-Marie. Je suis vraiment désolé du bug technique. Donc là, on voit la diapo avec la carte. Oui, Jean-Marie, oui. Alors, je continue. Je ne sais pas si vous me voyez. Moi, je ne me vois pas en fait sur l'écran de contrôle. Alors, moi, j'ai une question. La prochaine question que j'ai pour vous, Jean-Marie, c'est, ça fait mention déjà une couple de fois, mais je crois qu'une des caractéristiques uniques de PIC est la collaboration des bailleurs de fonds.
qui comprend vraiment les 9 fondations qui, ensemble, ont créé le fonds accélérateur de 23 millions de dollars. Pourriez-vous nous parler des avantages et défis, les retombées de cette collaboration? Oui, alors je vais y aller sur les avantages et puis je vais demander à Duncan si c'est possible de passer, de passer à la prochaine diapositive. Alors, plusieurs avantages et retombées dans la collaboration autour du projet. D'abord, en termes d'investissement financier, c'est un projet qui apportait de l'argent neuf pour les projets collectifs locaux. Donc, ce n'est pas c'est un élément très important. Ensuite, une plus grande cohérence dans les investissements des différents partenaires, des partenaires philanthropiques. Euh, une cohérence entre leurs investissements dans le PIC et puis les investissements leurs investissements en dehors du projet Impact Collectif, de nouveaux liens, de nouvelles collaborations entre les fondations, entre elles, mais aussi entre les fondations et les institutions publiques, et entre les partenaires, l'ensemble des partenaires et les quartiers. Et je souligne encore une fois la présence de la coalition montréalaise des tables de quartier qui représente les acteurs terrain sur le comité de pilotage. Autre retombée, c'est l'inter-influence, en fait, la meilleure connaissance les uns des autres entre partenaires. Donc, on s'entraide, on résout des enjeux. Et on l'a vu, en fait, durant la Covid, à quel point les partenaires philanthropiques et les partenaires institutionnels se sont coordonnés pendant la dernière année en fait, qu'on vient de passer. Et le PIC, leur présence autour de la table du PIC y a contribué. Autre retombée importante, en fait, le projet génère une compréhension chez les partenaires des approches qui soutiennent les solutions à l'échelle locale. Donc, il y a des vertus, je dirais, pédagogiques, éducatives auprès de ces partenaires autour de l'approche locale et du développement des communautés. Ensuite, une retombée intéressante et puis qui nous est transmise par les partenaires eux-mêmes. Et on le voit, en fait, le comité de pilotage du PIC, c'est un lieu, je dirais, de sérénité et de confiance et très productif. C'est-à-dire que les partenaires ont l'habitude de se voir dans beaucoup de lieux différents et peuvent être parfois dans des dynamiques plus de compétition. Ici, dans le cadre du projet Impact Collectif, on sent que on est dans un climat serein de collaboration. Donc, c'est une retombée, je dirais, inattendue et relativement intéressante. Ça n'a pas été toujours le cas. Au début, il y a eu des tensions, je vais vous en parler juste après. Et puis, une autre retombée, c'est d'avoir réussi à amener Centraide comme opérateur à s'étirer, à changer un peu ses façons de faire. Alors, il y a, je dirais, des défis aussi en parallèle à ces avantages et à ces retombées. Premier gros défi, c'est l'alignement autour des intentions du projet. Chacun arrive avec sa perspective, avec ses attentes, notamment sur les résultats, sur la vitesse à laquelle doivent arriver les résultats. Et donc, ça a créé des tensions au tout début du projet, ces différences en fait, de perspective. L'autre défi, c'est la construction, ça se fait dans le temps en fait, la construction d'une compréhension partagée du projet, notamment de sa gouvernance, comment on prend les décisions, quelle place on donne par exemple aux réflexions plus stratégiques au sein du comité de pilotage du PIC, comment pouvons-nous modifier certains paramètres du projet en cours de route. Donc toutes ces questions-là ont émergé durant tout le projet, durant les 5 années du projet. Et il a fallu trouver des solutions pour pouvoir répondre à ces questions-là, pour pouvoir s'assurer qu'on a tous la même compréhension du projet. Troisième défi, la posture inconfortable de Centraide. Centraide, c'est particulier. Centraide joue un rôle de partenaire en tant que tel au sein du comité de pilotage. C'est aussi l'opérateur du projet. C'est aussi l'intermédiaire entre le comité de pilotage, le plus souvent, et les communautés. Donc, ça amène Centraide à jouer plusieurs rôles et à jongler en fait avec différentes postures tout au long du projet. C'est un projet qui est différent en fait du modèle d'affaires traditionnel de Centraide et donc qui bouscule à la fois sa structure et sa culture organisationnelle. Donc voilà, à toi Nathalie. J'espère que vous me voyez. Moi, Oui. je vois pas. Ok, super.
Alors, si vous voulez cliquer sur l'écran, on va voir la prochaine diapositive. Mhm. J'essaye. Oui, ça fonctionne. C'est bon, super. OK. Alors, on sait que PIC vient de terminer sa 5e année d'action et d'impact. Que pourriez-vous partager avec nous pour les retombées que vous commencez à avoir au niveau communautaire, au niveau de partenariat et au niveau du système? Alors, je vais vous parler de quelques retombées. J'ai une diapo pour vous présenter un petit peu, je pense que c'est important avant, la structure d'évaluation et d'apprentissage du projet. Donc, dans l'introduction, ce que je vous présentais, c'est un projet à 2 échelles, en fait, l'échelle du partenariat philanthropique, puis l'échelle des projets dans les quartiers. Vous avez vu passer rapidement la carte avec les projets dans les 17 quartiers. Eh bien, la structure d'apprentissage et d'évaluation, elle reflète ces 2 échelles. Donc, le grand rond de droite, en fait, ce sont toutes les démarches d'évaluation qui sont faites au niveau du comité de pilotage, donc le partenariat, l'axe changement systémique du projet et le regard transversal dans les milieux. Puis à gauche, ce sont toutes les démarches d'évaluation et d'apprentissage qui touchent les communautés en tant que telles, dont le point vert, en fait, qui est un point important dont je vais vous parler tout à l'heure, qui est le renforcement des capacités des communautés opérées par notre partenaire Dynamo dans le cadre du programme EvalPIC. Donc, je vais attirer votre attention. Donc, j'ai attiré votre attention sur le point vert, mais le point bleu aussi, il est important. On a confié depuis le début du projet à des évaluateurs le soin de suivre l'évolution des projets en fonction des 5 conditions de l'impact collectif. Actuellement, ce mandat-là est réalisé par la firme, la coopérative Niska, et qui vient de présenter le rapport de l'an 4. Et on va mettre le lien dans le chat. Et Niska, en fait, suit l'évolution, très précisément l'évolution de chacun des quartiers et pour l'année prochaine de chacun des projets en fonction des 5 conditions de l'impact collectif. Donc, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est tiré en grande partie du rapport de Niska et puis aussi des observations que nous transmettent les quartiers et nos propres observations comme opérateurs. Alors, premier gros apprentissage, la pertinence de l'approche d'impact collectif. Les 5 conditions d'impact collectif, les quartiers nous disent que c'est un précieux point de repère. Ça permet de générer en fait un langage commun entre différents acteurs. Alors, c'est sûr que la théorie de l'impact collectif, les conditions d'impact collectif ne sont pas forcément connues de tous les acteurs sur le terrain. Par contre, de plus en plus, l'approche et les paramètres de l'approche sont partagés, sont aussi, on a l'occasion d'offrir via Dynamo aussi des formations sur l'impact collectif 3.0. Donc, travailler tous ensemble sur un même projet, ou tous ensemble ou séparément, en fait, à l'échelle d'une ville comme Montréal sur un même projet avec les mêmes paramètres, c'est très, très aidant en fait. L'autre élément d'apprentissage très important, c'est la pertinence d'étapes de quartier comme backbone et comme porteur en fait des projets d'impact collectif avec une évolution dans leur rôle au fil du temps. Ensuite, le PIC, donc c'est un fonds non normé, donc c'est déstabilisant. Ça a été déstabilisant de proposer au quartier un fonds non normé. L'application en fait pour le financement du projet, c'était un questionnaire en fait très très simple auquel on posait quelques questions très très simples au quartier, avec très très peu de contraintes, de cases à remplir, etc. Donc, un fonds non normé, c'est déstabilisant, mais ça permet de travailler différemment. Ça permet d'hybrider et de combiner des projets dans un milieu. Et plusieurs quartiers ont travaillé à cette hybridation, donc à combiner en fait des projets qui ont plusieurs objectifs complémentaires. Ça permet aussi d'accélérer les actions dans les quartiers. Donc, certains quartiers ont pu mettre en œuvre plus rapidement que prévu certaines des actions qui étaient prévues à leur plan de quartier, puis de saisir des opportunités, notamment des opportunités de nouveaux partenariats dans les milieux. Aussi, ce qu'on constate, c'est, et ça fait partie des conditions d'impact collectif aussi, c'est l'effet levier des projets locaux sur les acteurs publics et institutionnels. Donc, on peut parler de changement systémique dans ces cas-là, mais moi, je dirais plus effet levier des projets locaux sur certains acteurs publics institutionnels. Dans le quartier Saint-Michel, par exemple, un des projets dont on parle souvent, c'est un projet de renforcement des compétences des élèves du secondaire en agriculture urbaine et qui est combiné
de la production alimentaire à des fins de sécurité alimentaire pour le quartier. Donc ça, c'est un projet hybride. Et avec le temps, ce projet a permis de changer beaucoup de choses, notamment le fait d'officialiser en fait le programme d'agriculture urbaine au sein même de l'école, et puis de finir par parce qu'il soit approuvé par la commission scolaire comme un programme officiel. Ça, c'est un très bon exemple en fait d'un effet levier, une action locale sur un système qui est le système scolaire. Donc, au Des Neiges, le projet Escouade Salubrité, qui vise via du porte-à-porte et du travail très, très précis auprès des familles qui vivent dans des logements insalubres, ce projet a permis de faire bouger un petit peu les façons de travailler de l'arrondissement et de la ville de Montréal. À Saint-Léonard, le projet Agent École Famille Communauté, qui vise à faciliter l'intégration des familles nouvellement arrivées au Canada dans le milieu scolaire, c'est étendu à toute la commission scolaire. Donc, on a quelques indices, plus que des indices, en fait, quelques impacts probants, en fait, de cet effet levier du projet Impact Collectif sur des acteurs institutionnels et publics. Alors, voilà, je passe à l'autre diapo. Alors, un autre élément d'apprentissage qui est très important, puis je voulais vraiment passer un petit peu de temps là-dessus, dans le cadre du projet Impact Collectif, les quartiers, je vous l'ai dit, sont soutenus dans le développement de leurs capacités collectives en évaluation. Cette diapo est un petit peu chargée, mais elle présente un petit peu la façon dont l'organisme Dynamo accompagne les quartiers dans le renforcement des capacités d'évaluation avec le projet EvalPIC. Donc, ce sont des heures d'accompagnement, des formations transversales, du coaching pour soutenir en fait les quartiers à développer le muscle de l'évaluation collaborative et participative. Donc, le principe d'action en fait d'EvalPIC, c'est d'accompagner les quartiers à faire des boucles d'évaluation. Souvent, on commence par une évaluation de la collaboration, du processus au sein du quartier. Et puis, progressivement, puis là, on est vraiment rendu à cette étape dans beaucoup de quartiers. On commence à travailler sur de l'évaluation d'effets et d'impact, donc effet sur les personnes ou impact à plus long terme. Donc, tous les quartiers ne sont pas rendus là encore en ce moment, mais certains quartiers sont en mesure déjà de générer de la donnée, des observations sur l'effet de leurs actions chez les personnes. Je vous donnerai deux exemples tout à l'heure. Ce qu'on apprend en fait du renforcement des capacités d'évaluation, première chose, une théorie du changement solide, travailler de façon collaborative et participative, permet de susciter beaucoup d'adhésion et d'engagement dans les projets. Et ceci sur le long terme, et puis de définir beaucoup plus facilement les étapes d'évaluation des projets. Une des caractéristiques du PIC, c'est de changer un petit peu la façon de penser, de concevoir les projets. Habituellement, dans un quartier, on identifie, on analyse, on identifie des enjeux sociaux, et puis avec une approche un peu programmatique, on développe différents programmes qui vont répondre à ces enjeux-là. Avec le PIC, on souhaitait amener les quartiers à travailler un petit peu différemment, donc à réfléchir à un changement à long terme, à 5 ou 6 ans, un rêve collectif, et puis ensuite à reconstruire des stratégies originales ou inédites en fait, pour atteindre cet objectif. Donc, les quartiers qui se sont relever les manches pour générer une théorie du changement, donc pour imaginer théoriquement l'ensemble du chemin en fait, de leur projet jusqu'à la fin, ont pu en fait, mobiliser plus facilement les acteurs locaux autour du projet. Ensuite, les quartiers, un autre élément que nous amène d'ailleurs NISCAP dans son étude, c'est que les quartiers progressent significativement en ce moment dans leur capacité collective d'apprentissage et d'évaluation, mais à des vitesses variables. Évidemment, les démarches d'évaluation suivent la vitesse en fait de déploiement des projets. Donc, il est arrivé dans certains quartiers que des projets mettent 1 an, même 2 à se concevoir, à démarrer. Donc, dans ce cas-là, les démarches d'évaluation sont un petit peu plus lentes à se mettre en place. Un constat récent dans l'année 4 du projet, la production et l'utilisation de données permet de mieux orienter les décisions et de les documenter. Ça, on le voit de façon très flagrante. L'auto-évaluation augmente le pouvoir d'agir des milieux, donc c'est plus facile d'aller négocier un autre financement, d'aller présenter à des élus l'intention d'un projet quand on a des informations pertinentes en fait, sur les effets de ce projet-là dans le milieu.
Et en même temps, ce qu'on apprend et ce qu'on sait, c'est que l'auto-évaluation, l'évaluation collective et collaborative, c'est très exigeant en temps et c'est fragile. Deux éléments de fragilité qui sont souvent nommés, évidemment le contexte de la pandémie qui vient ralentir les démarches d'évaluation. C'est plus difficile de faire des focus groups, c'est plus difficile de collecter de la donnée. Et le roulement de personnel, qui est une réalité du milieu communautaire et qui fait que maintenir la connaissance en auto-évaluation dans les communautés, c'est pas si facile. Voilà, à toi Nathalie. Ah, c'est fascinant de parler de l'évaluation et je me demande si tu pourrais nous parler un petit peu en plus de détails sur l'impact de PIC à travers tout le travail. Alors, les 17 quartiers, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est un petit peu les zones d'impact sur lesquelles travaillent les 17 quartiers. On s'est rendu compte une fois que les projets étaient démarrés, donc les projets qui venaient vraiment, qui étaient décidés en fait par les milieux, donc on ne savait pas totalement au début du projet sur quoi les quartiers allaient travailler. On en avait une idée, mais on ne savait pas totalement. En fait, avec le temps, on voit que les quartiers travaillent sur 5 grandes zones d'impact à Montréal. La première, c'est l'alimentation. Donc, essentiellement, tous les quartiers qui travaillent en alimentation et travaillent dans la construction d'un système alimentaire local. En général, il y a quelques exceptions, mais la plupart, c'est ça. Donc, l'impact recherché, c'est un meilleur accès à des aliments sains et abordables. Et là, on commence à avoir des quartiers qui sont en mesure d'identifier à la fois le volume des activités qui sont générées, évidemment, mais aussi les effets de ces activités sur les personnes, dans l'amélioration de l'accès à l'alimentation. On voit mal l'envers, mais il y a quelques exemples comme notre quartier nourricier. Les données datent de l'année dernière pour celui-là, mais 250 personnes vulnérables rejointes qui améliorent leur alimentation grâce à un système de pairs aidants dans le quartier. Donc, ce genre de données sont mesurées par le quartier et commencent à arriver à la fin du projet. Deuxième zone d'impact, c'est l'accès à du logement abordable. Et accès à des logements sains et sécuritaires. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure, le quartier Côte-des-Neiges qui a mis en place un projet tout à fait innovant en fait d'escouade salubrité qui travaille de très très proche avec les familles qui vivent dans des logements vulnérables. Donc le quartier Côte-des-Neiges s'est doté d'un cadre d'évaluation très robuste et très ambitieux. Et dans le dernier rapport d'activité transmis par le quartier Côte-des-Neiges, on était en mesure d'avoir une information très très fine sur le type d'intervention, les problèmes vécus par les personnes et sur l'impact du projet sur la situation même des personnes. Donc, même malgré un échantillon assez réduit d'analyse, le quartier est en mesure de nous dire que les 2/3 des locataires voient leurs conditions de logement s'améliorer. Je vais vite sur les autres. Meilleure intégration scolaire des enfants issus des familles immigrantes. J'ai parlé d'un exemple tout à l'heure. Donc, augmenter le taux de diplomation aussi des jeunes. Quatrième zone d'impact, plusieurs quartiers travaillent sur l'isolement, donc la prévention de l'isolement, donc le reaching out, rejoindre des gens et afin qu'ils obtiennent en fait le soutien dont ils ont besoin et aussi la participation des citoyens aux solutions locales. C'est un peu transversal à tous les projets, mais certains quartiers ont des projets spécifiques sur cet objectif. Et puis, les nouvelles infrastructures collectives dans les quartiers. Donc, quelques projets soutenus par le projet Impact Collectif, quelques quartiers travaillent sur le fait d'attirer ou de développer des infrastructures dont on a besoin dans un quartier. Une maison de la famille, de nouvelles écoles ou des infrastructures plus virtuelles comme une école de la citoyenneté dans le quartier Ahuntsic. Voilà, 2 exemples. Je ne sais pas si je peux changer la diapo. Oui, ça fonctionne. Je vous invite vraiment à consulter 2 choses, en fait. Les infolettres que l'on diffuse régulièrement, tous les mois, et où l'on consigne en fait les différentes informations sur les impacts générés par les quartiers au fur et à mesure qu'elles arrivent. Et puis notre rapport annuel. Donc deux petites infographies tirées de notre rapport annuel. Une infographie qui présente les résultats de l'action
du quartier Saint-Michel sur la sécurité alimentaire. Donc là, on est sur des données de résultats directs d'activité, mais présentées sous une forme systémique, ce qui correspond à l'intention du quartier, donc de faire bouger et de consolider, pas de faire bouger, de consolider en fait le système alimentaire local. Dans Saint-Léonard, le projet Agent École Famille Communauté, le quartier s'est doté d'un comité d'évaluation, d'auto-évaluation très solide et très dynamique et qui, à partir de plusieurs méthodes d'évaluation que sont le storytelling, des sondages auprès des différentes parties prenantes, de la captation des faits, sont en mesure de dessiner en fait une constellation d'effets générés par leur projet sur les familles immigrantes. Donc, meilleure connaissance et utilisation des ressources, multiplication des différents soutiens par les familles, meilleure compréhension par les parents du système scolaire, etc. Plusieurs quartiers travaillent vraiment avec une approche de captation des effets. Le quartier Centre-Sud aussi vient de publier sa 3e boucle d'évaluation sur les effets de 3 projets soutenus par le PIC sur les citoyens du quartier, et c'est vraiment intéressant et passionnant. Donc, je passe, alors voilà, voilà, je te redonne la parole, Nathalie. Hop. Parfait, merci. Alors, c'est quoi la prochaine phase de maturité, la prochaine phase pour PIC? Alors, je sais que vous êtes maintenant dans la planification. Qu'est-ce que vous pensez seront les prochaines étapes ou qu'est-ce que vous prévoyez pour l'instant? Alors, pour aborder les prochaines étapes, je vais vous présenter très rapidement en fait le fruit d'un exercice que l'on a fait avec les quartiers le 4 novembre dernier, qui était un exercice de bilan et de réflexion sur les actifs que l'on pourrait transférer dans une éventuelle phase 2 du projet. Ça a été un exercice vraiment très, très riche et qui nous amène en fait à synthétiser 12 actifs que les quartiers considèrent comme très importants. Je ne vais pas tous les lire, mais il y a beaucoup d'éléments que j'ai nommés dans ma présentation. L'étape de quartier comme structure de soutien, ça c'est quelque chose d'important et que l'on souhaite conserver. Le langage commun que représente l'approche d'impact collectif, c'est quelque chose qui est apprécié, que on considère qu'il peut être intéressant de conserver dans une phase 2. Toute la partie renforcement des capacités en général, mais renforcement des capacités en évaluation et en apprentissage. Toute la composante de flexibilité et d'agilité de ce projet-là, à la fois dans l'élaboration des financements, dans les allers-retours entre l'opérateur et les quartiers, par exemple, dans la capacité à le faire évoluer certaines composantes importantes du projet en cours de route, plus d'autres éléments, le courage que certains considéraient à juste titre comme une composante importante. Les quartiers ont dû faire des choix courageux pour mobiliser les acteurs autour de leur projet. Et la dimension expérimentale. C'est sûr que dans une phase 2, la dimension expérimentale va continuer. Alors, ma connexion est instable, j'espère que vous m'entendez toujours. Oui, c'est bon. Donc voilà, je vous les ai présentés un petit peu dans le désordre. Et voilà, j'arrive à ma dernière diapo. Les partenaires de la phase 1 viennent en fait de s'engager et de signer pour une 2e phase du projet. Donc, ce que je vais vous présenter maintenant pour répondre à ta question, Nathalie, c'est les composantes de la phase 2 qui est en train de se construire. Tout n'est pas encore ficelé. Certains éléments même de cette diapo ne sont pas totalement ficelés encore, mais les grands paramètres ont été approuvés par l'ensemble des partenaires, les partenaires stratégiques et les partenaires philanthropiques. Qu'est-ce qui change dans la phase 2? On élargit le scope, on élargit le champ en fait, de la réduction de la pauvreté à l'exclusion sociale. La Covid, depuis 12 mois, a démontré l'importance d'être très, très attentif à la question de certaines populations qui sont plus difficiles à rejoindre ou plus exclues. Donc, on affirme en fait cette notion de travailler sur l'exclusion sociale en plus de la réduction de la pauvreté.
Autre grand changement, en fait, maintenant que la phase 1 est terminée et que la phase 1 en fait, concernait 17 quartiers, la phase 2 sera ouverte à l'ensemble des quartiers de l'île de Montréal. Donc, potentiellement une trentaine de quartiers sur l'île. L'accès au financement se modifie et se bonifie, en fait. Ce qui est proposé dans la phase 2, c'est un accès au financement basé sur trois possibilités, en fait, en fonction des étapes de déploiement des projets. Un quartier peut accéder au financement dans une phase d'émergence du projet, avec du soutien, en fait, plus sur le design du projet, un appui pour rassembler les parties prenantes dans le quartier. Une deuxième phase, c'est la phase de déploiement, qui ressemble un petit peu plus à ce à quoi servait le financement dans la phase 1 du projet. Donc, mettre en place les projets, engager les équipes, commencer à le tester à plus grande échelle. Et puis, une troisième phase possible, on peut rentrer à toutes les phases en fonction de la maturité du projet, une phase d'intensification, donc pour l'étendre dans le quartier et pourquoi pas à l'extérieur de la communauté. Autre élément, l'approche bottom-up est très importante aussi. Donc, les impacts générés par les 12 quartiers sont liés, par les 12 quartiers, excusez-moi, par l'ensemble des quartiers de l'île seront en fait en fonction des priorités que se donneront les communautés. La perspective d'équité aussi sera réaffirmée dans la phase 2. Et autre élément, pour terminer, en fait, l'intensification des travaux sur les changements systémiques. Je vous en ai parlé tout à l'heure, on constate que certains projets génèrent en fait un effet levier sur des institutions, sur les acteurs politiques ou économiques d'une communauté. Donc, cette partie-là aussi mérite d'être intensifiée et prolongée et intensifiée. Donc, voilà, Nathalie, ça fait le tour de ma présentation. Merci beaucoup, Jean-Marie. J'aurais beaucoup d'autres questions pour toi, mais je pense qu'on devrait passer aux questions qui sont dans la foire à questions. Alors, il y a plusieurs questions. Je vais essayer de répondre à la première. Alors, la première question très importante, comment peut-on parler de réduction de la pauvreté quand c'est le système social qui l'encourage? Pas facile à répondre à cette question-là, mais l'approche d'impact collectif, elle est basée sur la recherche de solutions à l'échelle locale, avec l'hypothèse que ces solutions générées localement par les acteurs locaux peuvent avoir une influence sur le système social. Donc, je répondrai de cette façon-là à la question. Est-ce que vous considérez la police en tant qu'organe ou en tant qu'institution? Je ne suis pas sûr de comprendre la question, mais autour de certaines tables de quartier, ce n'est pas le cas dans tous les quartiers, mais la police peut faire partie des parties prenantes, donc peut faire partie des acteurs avec lesquels travaille la table de quartier. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Jean-Marie? Je regarde. Pour l'instant, c'est tout ce qu'il y a dans le chat, dans le Q&A. Ah, il y a une troisième question. Alors, dans la phase 2, il y a moins d'argent, plus de territoire. Effectivement, vous avez vu un montant, mais c'est un montant qui est temporaire, qu'on a indiqué, je dirais, de façon très conservatrice. Il se pourrait que dans la phase 2, d'autres partenaires financiers se joignent au projet. Mais effectivement, c'est un enjeu. Il fallait concilier dans la phase 2 la volonté d'étendre le PIC à d'autres quartiers. Le fait de soutenir seulement 17 quartiers, ça avait un intérêt, je dirais, au niveau expérimental. Ça permettait de soutenir de façon un peu plus massive certains projets, mais en même temps, ça laissait certains quartiers porteurs de très bons projets aussi, je dirais, sur le côté. Donc, dans la partie, je dirais, dans la dimension expérimentale de la phase 1, c'est le choix qui a été fait. On est rendu à une phase où tout le monde, il y a un consensus autour de la table pour dire qu'il faudrait
que tout le monde puisse en bénéficier. Donc effectivement, la conséquence de ça, c'est qu'un plus grand nombre d'acteurs se répartiront une enveloppe un peu plus réduite. C'est la conséquence. Alors, Véronique Saint-Louis qui me demande quelles ont été les stratégies efficaces pour allier les partenaires autour d'objectifs communs. Alors déjà, question très intéressante. Je ne sais pas si je pourrais y répondre complètement. Le fait que le projet s'appuie sur des tables de quartier qui ont derrière elles 20 ans d'expérience en mobilisation des acteurs locaux a été très aidante. Donc là, je parle au niveau de… Je comprends que la question de Véronique concerne le travail des quartiers, en fait, hein, donc la mobilisation des partenaires dans les quartiers. C'est comme ça que je l'interprète, donc c'est comme ça que je vais y répondre. Si ce n'est pas ça, on peut éventuellement affiner. Donc, le ralliement en fait, de partenaires locaux autour des projets d'impact collectif dans les quartiers, c'est d'abord appuyer sur cette expérience, cette expertise des tables de quartier à rallier différents partenaires, différentes institutions, des agents d'arrondissement, des agents des services de santé, santé-services sociaux, je veux dire. Je dirais, ce qui a été c'est pas nouveau parce que ça existait, mais qu'on a observé dans plusieurs quartiers, c'est la capacité aussi à rallier des gens du secteur privé, donc des commerçants par exemple. Plusieurs projets travaillent avec des associations de commerçants, avec des gens du milieu économique par exemple. Et je dirais une des stratégies efficaces pour rallier les gens, je l'ai nommé, c'est d'avoir une très bonne vision du changement auquel on veut contribuer à moyen long terme. Pour moi, ça a été une des meilleures, une des meilleures cartes de visite pour un quartier de pouvoir présenter à des partenaires potentiels le rêve collectif du quartier en fait. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a une question ici? Est-ce que vous pouvez reprendre pour moi la première question? La première question qui était, oui, ce que je disais, c'est ça, la question c'était comment peut-on parler de réduction de pauvreté quand c'est le système social qui l'encourage? La réponse, c'est que le projet Impact Collectif, c'est un projet de soutien à l'action locale. Donc, c'est un projet qui est basé sur le fait qu'une partie des solutions au contexte de pauvreté peuvent et doivent être générées par les acteurs locaux, donc par les personnes qui sont le plus touchées par ces enjeux. Donc, c'est l'hypothèse du PIC. Et ce faisant, puis on l'a vu, j'ai donné quelques exemples, certaines actions locales peuvent être un levier pour un changement systémique en fait un peu plus important. Donc c'est ça que j'ai répondu à la première question. Alors, Denise Lemire qui nous demande, pouvez-vous parler davantage de la théorie du changement et comment vous en êtes servi pour votre projet? Là aussi, c'est une vaste question. Je vous ai parlé des deux échelles. Donc, à l'échelle du partenariat, on a travaillé dès le début, dès la première année, à l'élaboration d'un schéma de transformation sociale, donc d'une théorie du changement, qui est présente en fait sur le site du PIC et dans les rapports annuels. Donc, je vous invite vraiment à la consulter. Alors, on s'en est servi de plusieurs façons, en fait. Et puis, je dirais c'est la même chose au niveau des quartiers. Pour les quartiers qui ont basé leur projet sur une théorie du changement, je dirais, solide, la réponse est la même. On s'en sert d'abord pour susciter l'adhésion et la compréhension commune des grands paramètres du projet et puis de ses intentions, en fait, donc de ses grandes intentions. Donc, régulièrement, dans les rencontres du comité de pilotage, par exemple, on revient sur notre schéma de transformation sociale pour nous rappeler à quelle étape on est en fait de l'évolution du projet. L'autre utilisation, bien sûr, c'est pour
pour structurer l'évaluation et les apprentissages. Donc ça, c'est un peu notre carte et notre boussole en même temps, en fait, pour faire le suivi, en fait, de l'évolution des projets. Et puis, je dirais, l'idée d'avoir une théorie du changement aussi, c'est de pouvoir capter des effets qui sont imprévus dans le projet et pouvoir éventuellement faire évoluer certaines composantes du projet au fur et à mesure de son avancement. Donc, on est beaucoup plus à même, en fait, d'absorber certaines, mais beaucoup plus à l'aise de faire évoluer certaines composantes du projet quand on a une idée globale de ce qu'on souhaitait faire initialement. Donc voilà, ce sont des illustrations de la façon dont on a utilisé la théorie du changement. Jean-Marie, quand tu parles de la théorie du changement, tu parlais d'impact, d'évaluation. Est-ce que chaque quartier c'est une formule d'évaluation? Est-ce qu'ils commencent de différentes façons? Comment est-ce qu'ils commencent leur évaluation? Alors, les quartiers, notamment avec l'accompagnement que Dynamo offre en fait dans le démarrage des stratégies d'évaluation, les quartiers sont très libres de choisir leur stratégie d'évaluation. Donc, les approches utilisées par les quartiers sont très variées en fait. Donc, il n'y a pas le projet Impact Collectif n'impose pas une méthode précise ou des approches précises en termes d'évaluation. Ce qui fait, c'est un avantage et c'est un inconvénient. L'avantage, je dirais, c'est que ça permet au quartier de développer des cadres d'évaluation qui sont très collés à leurs intentions, au contexte, je dirais, local et aux capacités déjà existantes dans la communauté. L'inconvénient, je dirais plus au niveau global et au niveau régional, c'est que c'est moins évident de combiner et d'associer des résultats qui sont générés par les quartiers, sachant que les informations générées par les quartiers sont très éparses et arrivent un peu en ordre dispersé. Donc nous, comme opérateurs, on a cette responsabilité, on travaille beaucoup là-dessus, de faire du sens avec les résultats, des apprentissages aussi qui sont générés par les quartiers, mais d'une façon à partir de méthodes très disparates. Un autre avantage de cette approche aussi, c'est de générer, de la créativité et de l'innovation. Donc, certains quartiers qui ont vraiment embarqué sur des démarches d'évaluation je dirais soutenues, se sont dotés de méthodes originales et ont cherché à innover en fait dans la façon de collecter des informations et de les analyser collectivement, etc. Donc voilà. D'accord, merci Jean-Marie. Alors, de la part de l'Institut Tamarack, on veut vraiment vous remercier pour la présentation d'aujourd'hui et j'espère que ce ne sera pas la dernière qu'on va faire ensemble. Tout à fait. Je voulais prendre l'occasion de discuter avec vous de 3 événements que nous avons dans les prochaines semaines avec l'Institut Tamarack. La semaine prochaine, on va avoir un webinaire de Melody Barnes et l'honorable Burtis Jagger, qui est ministre canadienne de la diversité, de l'inclusion et de la jeunesse. On a aussi un concours photo pour jeunes et le troisième événement, c'est un rassemblement national le 6 et 7 mai pour Communauté bâtissant l'avenir des jeunes. Alors, dans les prochains jours, nous allons vous faire parvenir la présentation et on va vous envoyer aussi des détails des 3 événements. Alors, merci beaucoup encore Jean-Marie et merci à tous ceux et celles qui ont participé aujourd'hui et bon après-midi.